fois du code des impôts, du code des douanes, du code des procédures civiles, a initié, a mis en place tout un processus de réforme qui vont arriver à terme en 2015. C'est la réforme foncière, c'est la réforme aujourd'hui aussi, tout ce qui est dynamique du partenariat public-privé dans le pays qui va soutenir les investissements public qui va permettre au secteur privé, à la fois national et international, de permettre à l'État de réaliser des infrastructures structurantes. Et vous avez vu dans les chantiers à venir, ça sera surtout le chantier des infrastructures ferroviaires, des chantiers sur l'irrigation, comment maîtriser l'eau, parce qu'on est un pays agricole. Pour plus de productivité, il nous faut plus maîtriser l'eau, qu'on ne dépende plus de la pluie. Et l'autre aspect aussi que vous avez vu, la réforme du code du travail de façon globale, de la législation du travail de façon globale est entamée. Donc tout ce qui est permettre aux jeunes sortant des écoles d'accéder rapidement à l'entreprise. Il y a une réforme en cours d'adoption qui est ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage, le contrat de stage et le contrat de la formation professionnelle. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires sociaux sous l'égide du ministère du Travail pour qu'on procède à l'évaluation à la fois du Code du travail mais aussi de la Convention nationale collective dans le but vraiment de permettre au Sénégal d'être un des pays les plus attractifs en Afrique. Juristes, professeurs, étudiants, journalistes et ressortissants tchadiens ont tous participé à ce débat public. Les échanges ont été axés essentiellement sur les contours des chambres africaines extraordinaires, une juridiction très contestée par les partisans de Hissène Habré. Quant au bénéfice d'un procès juste et équitable, comme il est relaté dans les médias, par ses propres adversaires, nous ne faisons pas d'illusions, il n'y a pas de procès. Pour la simple raison que la base même, elle est mal partie. D'abord, il y a un débat contradictoire sur la légitimité même des chambres. Ces contestations ne semblent pas pour autant ébranler certains habitués des procès internationaux. Les victimes ne contestent pas les chambres africaines extraordinaires. Les pays qui cotisent ne contestent pas les chambres africaines. L'Union africaine ne conteste pas les chambres africaines. Le Sénégal ne conteste pas. C'est la défense qui conteste les chambres africaines extraordinaires parce que c'est de bonne guerre. Toujours dans ce genre de procès, les partisans de Gbagbo contestent la CPI. Les partisans de Charles Taylor contestent la CPI parce qu'ils commencent par nier la légalité de ces tribunaux-là qui les jugent. Concernant le jugement de Hissène Habré, la procédure judiciaire suit son cours normal selon le procureur général. Actuellement, toutes les expertises qui avaient été demandées ont commencé à produire. C'est-à-dire que les experts ont commencé à déposer leur rapport. Il y a eu, comme je l'ai indiqué, 2446 victimes qui ont été entendues en qualité de partie civile et 79 personnes entendues en qualité de témoins. Maintenant, ce qui nous reste, comme je l'ai indiqué, c'est le transfert de 2 personnes qui sont actuellement détenues à N'Djamena dans le cadre d'une information interne. Pour rappel, c'est le 2 juillet 2013 que Hissène Habré avait été placé sous mandat de dépôt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture, après près de 24 ans d'exil au Sénégal. Comme je l'ai indiqué, si on a le plus rapidement possible ces 2 personnes détenues, les choses peuvent aller très très vite. Donc nous attendons la réaction des sociétés tchadiennes pour ça. Mais tout compte fait, comme je l'ai indiqué, si tout se passe normalement, on peut envisager un procès en avril 2015. Et cela à condition qu'il y ait une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises. Parce que c'est seulement cette ordonnance-là qui permet de fixer une date et d'organiser la procédure. Un inculpé a 2 droits qu'il faut lui concéder, le droit de garder le silence et le droit de mentir. Lui, il a choisi de garder le silence. Pour combien de temps, on ne sait pas. C'est une stratégie de défense. On ne va pas le critiquer pour ça. C'est pour sa défense. Mais nous, en tant qu'organe de poursuite, nous essayons de poser toutes les questions que nous devons lui poser sur les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas besoin de souligner l'importance de l'eau dans la vie.
En ce temps où la valeur économique de l'eau est mondialement reconnue, aucune possibilité ne doit être écartée a priori pour assurer aux populations un approvisionnement en eau de qualité. C'est un problème de couleur rougeâtre dans la banlieue de Dakar qui est lié simplement au fait que les forages de Sébikotane, c'est des forages ferrugineux, donc qui ont du fer, et au contact de l'oxygène, le fer précipite et donne cette couleur rouge. Mais je dois vous dire que les mesures qui ont été prises de 2005 à maintenant font que le taux de satisfaction de la banlieue est de 97%. Parce que nous faisons un mélange d'eau entre les eaux de Sébikotane et les eaux en provenance du lac de Guiers. Et nous faisons une enquête avec un panel de 100 clients tous les lundis pour mesurer le taux de satisfaction. Au Sénégal, plus de 26% des populations n'ont pas un accès à l'eau potable. Face à cette situation, le directeur général de la SDE, Société des eaux, apporte des éléments d'explication. Dakar aujourd'hui consomme 325 000 m3 jour. Il y a un déficit de 14 000 m3 jour qui va être comblé d'ici la fin de l'année. À la fin de l'année, il y aura 34 500 m3 jour supplémentaires qui seront injectés dans le réseau. Aujourd'hui, avec la forte chaleur, nous constatons effectivement des manques d'eau. Mais n'oubliez pas quand même que le phénomène que nous constatons actuellement a été accentué par les coupures fréquentes d'électricité au niveau de l'ensemble des ouvrages, ce qui avait valu des communiqués. La situation commence à se tasser et dès le démarrage de la saison des pluies, la situation va s'estomper. Ce cadre a servi à la SDE de nouer un partenariat avec Orange Money, dont l'ultime but est de faciliter à sa clientèle le paiement des factures d'eau. Aujourd'hui, nous magnifions en fait le mariage de l'eau et de la haute technologie. Comme vous le savez, la SDE a décidé, avec la Sonatel, de permettre à ses clients de payer leurs factures SDE via Orange Money. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les clients Orange Money et les clients SDE pourront payer leurs factures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 directement à partir de leur téléphone, partout au Sénégal. Au Sénégal, les problèmes liés aux liquides précieux sont nombreux et variés. Toutefois, étant conscient des enjeux majeurs de ce secteur et des difficultés dont les populations font face quotidiennement, l'ASD promet de faire des efforts supplémentaires pour fournir l'or bleu à toute la population. Les Dakarois apprécient ce temps qu'ils jugent agréable et miséricorde pour le jeûne en ce début de Ramadan. Malgré que l'on soit en été et que les premières prévisions aient dit le contraire, le temps lui semble être du côté des jeûneurs. Oui, si ça continue comme ça nous arrange. Parce que vous savez, les études c'est un peu dur. Et si ça continue à être chaud, bon, ça va être un peu dur. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Avec la volonté de Dieu, tout peut arriver. Le changement de temps, c'est bien. En plus, pendant les mois de carême, on n'a pas besoin de trop de soleil. On a juste besoin de la fraîcheur pour pouvoir être là pendant toute la journée sans trop souffrir. Oui, en plus, avec les études, c'est pas facile. Nous n'avons pas besoin de soleil, mais plutôt de fraîcheur, disent la plupart des étudiants qui espèrent que cela se pérennise jusqu'à la fin du Ramadan. J'ai trouvé ça bien parce qu'il a fait frais. En plus, les jeunes, ça n'a pas fait trop, j'ai pas trop souffert à cause de ça. Oui, j'espère que ça va continuer comme ça pour les restes prochains jours. Oui, c'est apprécié parce que hier aussi il était chaud. Tandis qu'aujourd'hui, la pluie, bon, ça nous arrange un peu du côté du Ramadan, du jeûne, quoi. Oui. Le début du Ramadan a marqué la venue des premières gouttes de pluie qui rendent facile le jeûne. Les Dakarois espèrent néanmoins que ce temps ne soit pas juste l'effet d'un début de jeûne. Sur cette plage, ils étaient souvent très nombreux les après-midi. Les sportifs qui venaient ici pour s'entraîner, tout sexe et tout âge confondus. Mais depuis le début du Ramadan, leur nombre dépasse à peine la dizaine. Concilier pratiques religieuses et pratiques sportives, ce n'est pas une sinécure. Après les cours, la plupart à 18 h, je viens ici pour m'entraîner un peu, quoi, pour ne pas perdre la ligne. Oui, je suis musulman.
Oui, c'est que j'ai un coach quoi. Moi, j'habite à Grand Yoff, mais la plupart je pars dans les plages pour faire du sport. Mais il y a un coach qui est là-bas qui nous conseille. Il nous a dit de diminuer quoi, de faire un peu. Au lieu de faire 1h30 de sport, maintenant si on vient, on fait 45 minutes de sport. Après c'est bon quoi. C'est que le sport c'est dans l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. Même si tu as jeûné, ça ne peut pas t'empêcher de faire du sport. Même si tu peux diminuer. Mais ça ne dit pas que tu vas tout laisser. weeru koor bi ça dépend ci nit ki rek ku nekk ak li la yàlla may ak loo sentir ci sa bopp nga ñëw def loolu. Le mois de Ramadan, ça dépend de l'état de santé de la personne. Ramadan ou pas, je viens tous les soirs ici pour m'entraîner. Non, déggoo li ma la wax ça dépend ci nit ki ak lu la yàlla may ci sa wér gu yaram. Je ne pense pas suivre les conseils d'un médecin, car ce dernier n'est pas Dieu. Donc moi, je connais bien mon corps. Comprendre nga du yàlla docteur du yàlla nit ki da ngay gëm sa bopp soo sonnee nag nga arrêté nga def yi ngay def. Jeûner et faire du sport. Qu'en pense le médecin? Il y a deux types de sportifs, le sportif de loisir et le sportif de haut niveau. Pour le sportif de loisir, je pense que pendant cette période, choisir de rester un mois sans faire du sport serait une bonne décision. À défaut, ce serait de faire une activité sportive légère après la coupure, le soir, soit par une marche d'1 heure de temps, une marche calme, ce serait une bonne chose, ou un petit footing léger. Mais éviter toute activité intense comme ils ont l'habitude de le faire. Nous ne recommanderons surtout pas de faire du sport sous le soleil et avant la coupure du jeûne. Voilà ce qu'on peut dire pour vraiment les personnes qui font du sport le dimanche. Alors pour les sportifs de haut niveau, je pense que eux d'abord, ils connaissent mieux leur corps. Ça, il faut bien le comprendre. Un sportif de haut niveau connaît bien son corps et donc sait jusqu'où il peut pousser son organisme. Malgré tout, les recommandations sont toujours les mêmes. Bon, il devra continuer son sport qui peut être quotidien, mais il le fera de préférence en dehors, après la coupure du jeûne. Ça lui permettra de se réhydrater, de se réalimenter et de pouvoir faire un entraînement, on peut dire, presque correct. Ce que nous craignons, c'est de le faire très tôt le matin. Parce que si vous le faites très tôt, vous êtes en très bonne condition et vous pouvez pousser votre organisme et après il y a 10 heures encore de jeûne et on ne se réhydratera pas et on ne mangera pas. Et donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour le sportif. Donc c'est pour ça vraiment qu'on recommandera que ce soit après la coupure. Donc, jeûner et pratiquer le sport, un choix qui peut avoir des risques sur la santé. Et pour la première fois depuis l'édition de 1986, la Coupe du monde de football se déroule durant le mois sacré de Ramadan. L'épidémie Ebola a fait depuis 4 mois plus de 460 morts sur presque 760 cas recensés dans seulement 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Des chiffres en très nette augmentation par rapport au bilan donné par l'OMS il y a une dizaine de jours. Celui des décès a fait un bond de 38% et celui du nombre de cas de 27%. Mais tous les cas de fièvre hémorragique signalés n'ont pas été confirmés comme étant causés par le virus Ebola. Et la crainte aujourd'hui est que le virus se propage dans toute la sous-région ouest africaine. Une crainte de l'OMS partagée avec chacun des pays de la sous-région qui n'ont pas encore été touchés par l'épidémie. Quelles mesures prendre pour enrayer la maladie dans les 3 pays contaminés? Comment éviter la contamination dans les pays encore préservés? Que coûte la prévention contre l'épidémie? Qui va financer? Comment se préparer à faire face à une éventuelle arrivée du virus dans les pays comme la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal? Autant de questions qui seront abordées en essayant d'y apporter des réponses concrètes lors de ces 2 jours de conclave. À noter que 2 Guinées qui ont vaincu le virus tueur d'Ebola se trouvent dans la capitale ghanéenne. Leur témoignage va encourager celles et ceux qui se mobilisent contre l'épidémie, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau. 4 pays jusqu'à présent préservés et aujourd'hui particulièrement menacés selon l'OMS.
Chacun des 11 pays d'Afrique de l'Ouest qui participent à la réunion d'Accra pour lutter contre l'épidémie d'Ebola a jugé dès le début que la menace de propagation était très sérieuse, sans pour autant restreindre les mouvements transfrontaliers ni de mesures particulières dans les aéroports. Le gouvernement ivoirien, par exemple, expliquait dès le mois de mars qu'on ne peut pas fermer les frontières aux petits animaux comme l'agouti, ce rongeur prisé par la cuisine ivoirienne, le porc-épic ou encore la biche. Et qu'il était donc inutile de limiter les voyages des personnes vers ou depuis la Guinée et le Libéria voisin. En revanche, la consommation du gibier et de la viande de brousse a été interdite jusqu'à nouvel ordre. Au Mali, les autorités exhortent la population à s'impliquer davantage dans la prévention. Enfin, au Sénégal, le contrôle sanitaire a été renforcé au niveau du port de Dakar, de l'aéroport et de certaines frontières terrestres. Des marchés à vocation sous-régionale ont été suspendus dans la région de Kaolack, frontière avec la Guinée. Escalade de violence en Israël après la découverte du corps d'un jeune Palestinien enlevé et tué. Une trentaine de Palestiniens ont été blessés par balles en caoutchouc après des affrontements avec la police israélienne. Le meurtre de l'adolescent qui faisait du stop s'apparente à un acte de vengeance pour la mort des 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie. L'armée continue la traque de leurs ravisseurs en multipliant les arrestations. Rebondissement dans l'affaire du docteur Bonnemaison. Le parquet général de Pau fait appel de l'acquittement du médecin. Une semaine après le verdict du jury de la cour d'assises, le docteur Bonnemaison était accusé d'empoisonnement de 7 patients en fin de vie. C'est l'épidémie la plus mortelle de l'histoire du virus Ebola. Pour affronter la terrible fièvre qui a fait près de 500 morts en quelques mois, 11 pays d'Afrique de l'Ouest discutent d'un plan radical. Médecins sans frontières a averti que l'épidémie était hors de contrôle et menaçait de se propager au-delà des 3 pays concernés, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. C'est la nouvelle mode dans les quartiers nord de Rio, la coupe Neymar. Le footballeur star inspire les coiffeurs qui déclinent le style de Neymar en plusieurs versions pour les fans, pour une trentaine d'euros.